Bienvenue à toi. Tu es sur une chaîne qui ne se contente pas de raconter l'histoire, mais qui la dissèque, la questionne, la fait revivre. Aujourd'hui, ce que tu t'apprêtes à entendre dépasse de loin le simple fait divers. Ce n'est pas une tragédie parmi tant d'autres. C'est un tournant, une faille, un moment de bascule dont les échos résonnent encore aujourd'hui. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le président, le mari, le père, le héros, l'icône, la cible. Voici l'histoire d'un homme devenu mythe et d'une vérité que personne n'a jamais complètement élucidée. Mais avant de plonger dans l'horreur de Dealey Plaza, il faut comprendre qui était cet homme, ce qu'il incarnait, et surtout, pourquoi il dérangeait tant. John Fitzgerald Kennedy est né en 1917 dans une famille catholique irlandaise qui avait bâti sa fortune dans les affaires, la politique et les alliances stratégiques. Fils de Joseph Kennedy, homme d'influence, ambassadeur des États-Unis à Londres, JFK grandit dans un monde de privilèges, mais aussi d'attentes écrasantes. Il est fragile physiquement, souvent malade, opéré du dos à plusieurs reprises. Mais son regard, son sourire, son intelligence et sa volonté farouche lui ouvrent toutes les portes. Il étudie à Harvard, voyage, observe, écrit. Dès la Seconde Guerre mondiale, il montre une bravoure qui étonne. Capitaine d'un bateau torpilleur dans le Pacifique, il sauve son équipage après une attaque japonaise au prix de souffrances atroces. Une blessure qui ne le quittera jamais. Un héros discret, mais réel. À son retour, il entre en politique. Représentant puis sénateur du Massachusetts, il se distingue par son éloquence et sa modernité. Candidat à la présidentielle en 1960, il affronte Richard Nixon. Le débat télévisé entre les deux hommes est historique. Nixon, mal à l'aise, paraît froid. Kennedy, bronzé, calme, élégant, incarne la jeunesse. Il gagne de justesse. Premier président catholique, premier président né au XXe siècle, il symbolise un renouveau. L'Amérique entre dans l'ère du progrès. L'homme qui dit « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays » électrise la nation. Mais ce rêve s'écrit sur un volcan. JFK hérite d'un monde en crise. Guerre froide, menaces nucléaires, ségrégation raciale, lutte idéologique mondiale. Son cabinet est divisé entre colombes et faucons. Dès le début, Kennedy affronte la CIA et l'armée avec l'épisode désastreux de la baie des Cochons, une tentative ratée d'invasion de Cuba organisée par la CIA pour renverser Fidel Castro. Kennedy refuse de fournir un appui aérien. L'opération échoue. Il est humilié, mais apprend vite. Et surtout, il ne pardonne pas à la CIA. Il décide alors de reprendre le contrôle. Il limoge Allen Dulles, le directeur de la CIA. Il annonce vouloir éclater l'agence en 1000 morceaux. À l'intérieur de l'appareil sécuritaire américain, certains le considèrent désormais comme un obstacle. Un président qui ne suit pas les instructions. Un danger. En parallèle, JFK avance sur d'autres fronts. Il prononce des discours historiques en faveur des droits civiques. Il fait intervenir la garde nationale pour protéger des étudiants noirs inscrits dans des universités blanches. Il s'oppose aux ségrégationnistes du Sud. Il se fait des ennemis dans les États racistes, mais aussi dans le FBI d'Edgar Hoover, hostile à ses prises de position. À l'international, il tente de désamorcer les tensions avec l'URSS. Après la crise des missiles de Cuba en 1962, qui a failli déclencher une guerre nucléaire, il entame un dialogue discret avec Khrouchtchev. Il signe un traité d'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère. Il veut réduire l'escalade. Il veut retirer progressivement les troupes du Vietnam. Il ralentit la marche vers la guerre. Et c'est précisément là que se cristallise la haine contre lui. À l'intérieur de son propre gouvernement, JFK inquiète. Ses opposants ne sont pas seulement des ennemis déclarés, ils sont parfois autour de lui. Il a limogé des agents, froissé des généraux, contourné des protocoles. Il devient un électron libre, un président imprévisible. Et pendant ce temps, dans l'ombre, un homme nommé Lee Harvey Oswald traverse la vie comme une énigme.
Ancien marine, tireur d'élite, parti vivre en URSS, en pleine guerre froide, revenu aux États-Unis avec une femme russe. Un homme aux idées communistes, puis pro-Castro, puis anti-Castro. Un homme surveillé par le FBI. Un homme qui semble toujours au bon endroit au mauvais moment. Un homme que l'on retrouvera au 6e étage du dépôt de livres scolaires, armé d'un fusil Mannlicher Carcano. Mais Oswald n'est pas seul à faire frémir les services secrets. Dallas, ville conservatrice anti-Kennedy, est une poudrière. Les tracts l'accusant de trahison circulent. Le journal local est hostile. La sécurité du cortège est confiée à une équipe restreinte sans couvercle blindé sur la voiture présidentielle. La trajectoire est modifiée au dernier moment. Et à 12h30 sur Dealey Plaza, alors que le cortège ralentit en virage, les tirs éclatent. Vendredi 22 novembre 1963. Le cortège présidentiel traverse Dallas. L'ambiance est électrique. Les drapeaux claquent, les cris fusent. Kennedy, sourire aux lèvres, salue la foule. Jackie, en tailleur rose, irradie. Le gouverneur du Texas, John Connally, assis devant eux, discute. Tout semble calme, jusqu'à 12h30. Premier coup de feu. Beaucoup croient à un pétard. Deuxième tir. Le gouverneur est touché. Troisième impact. La tête de Kennedy éclate. La scène est d'une brutalité absolue. Jackie grimpe à l'arrière du véhicule. Elle ramasse un morceau du crâne de son mari. L'agent Clint Hill bondit sur la voiture. Les sirènes hurlent. L'Amérique bascule dans l'horreur. À l'hôpital Parkland, les médecins luttent, mais Kennedy est déjà mort. À 13h00, il est officiellement déclaré décédé. La salle d'opération est encore couverte de sang quand Lyndon B. Johnson, le vice-président, est exfiltré. Il sera investi président quelques heures plus tard à bord d'Air Force One. Jackie, en état de choc, refuse de changer de vêtements. Son tailleur rose taché de sang devient l'image d'un cauchemar collectif. Pendant ce temps, dans les rues de Dallas, une traque s'organise. Un suspect est signalé quittant précipitamment le bâtiment du dépôt de livres. Quelques minutes plus tard, un policier est abattu. La ville est sous tension. À 13h50, Lee Harvey Oswald est arrêté dans un cinéma. Il nie tout. « Je suis un bouc émissaire », dit-il devant les caméras. Sa voix est calme. Son regard est perdu. Mais le pays veut un coupable. Le fusil est retrouvé. L'enquête commence. Dans la précipitation, très vite, Oswald est présenté comme un marxiste isolé, frustré, obsédé par Castro. Mais de nombreuses anomalies surgissent. Le tir fatal à la tête semble venir de face, alors qu'Oswald était derrière. Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu venant de la colline herbeuse. Certains disent avoir vu des hommes fuir derrière la palissade. Un policier monte même chercher, mais la scène est bouclée trop vite. Aucun contrôle rigoureux n'est effectué, pas de prélèvement, pas de scellé, pas de fouille exhaustive. La zone est rouverte au public dès le lendemain. Les images filmées par Abraham Zapruder, un amateur ayant capturé l'assassinat en 26 secondes, montrent que le corps de Kennedy est projeté en arrière. Ce détail est majeur. Si la balle vient de derrière, comme le soutient la version officielle, pourquoi le corps part-il en arrière, vers Jackie? Ce point deviendra l'un des plus contestés de toute l'enquête. Et puis survient le deuxième coup de théâtre. Dimanche 24 novembre, Oswald doit être transféré depuis la prison de Dallas. Des centaines de journalistes sont là. Caméras, micros, lumière. La tension est palpable. Oswald sort, encadré par la police. Et là, Jack Ruby surgit. Il pointe une arme et tire. Oswald s'écroule, encore une fois, sous les yeux du monde entier. Ruby est arrêté. Il dit avoir agi par émotion pour épargner à Jackie un procès. Mais qui est vraiment cet homme ? Patron de boîte de nuit, proche de la pègre, informateur supposé du FBI, Ruby a des connexions troubles. Pourquoi a-t-il pu accéder aussi facilement au suspect le plus protégé du pays? Pourquoi les policiers le laissent-ils entrer par le garage? Pourquoi, pendant ses interrogatoires, Ruby affirme craindre pour sa vie? Et pourquoi, plus tard, demandera-t-il à être transféré à Washington pour tout dire devant le Congrès, avant de mourir d'un cancer foudroyant?
L'affaire devient une énigme nationale. La commission Warren est créée en 1964. Dirigée par le juge Earl Warren, elle a pour mission d'enquêter sur l'assassinat. Rapidement, elle établit que Oswald a agi seul. Il a tiré 3 balles. Une balle unique a touché Kennedy et Connally. Il n'y a eu aucun complot. Mais dès la publication du rapport, les critiques pleuvent. La balle magique, censée avoir traversé 2 hommes, changé de trajectoire plusieurs fois et ressortie presque intacte, est jugée invraisemblable. Des experts en balistique contestent, des médecins évoquent des blessures incompatibles, des témoins jamais entendus racontent une autre version. Et certains documents, classés top secret, ne seront jamais versés au dossier. Le livre de François Dufour et Philippe Labro expose alors ce que la majorité des Américains finit par croire. La version officielle ne tient pas, et surtout, elle arrange beaucoup de monde. En 1979, une autre enquête est menée, le House Select Committee en assassination. Cette fois, les conclusions changent. Les experts estiment qu'il y a eu probablement un 2e tireur, que l'assassinat résulte probablement d'un complot. Mais l'enquête s'arrête là. Aucun nom, aucun procès, aucune vérité judiciaire. Entre-temps, des dizaines de témoins sont morts prématurément. Certains dans des accidents, d'autres suicidés. D'autres encore ont été intimidés, menacés ou réduits au silence. L'affaire devient tentaculaire. Après l'assassinat, l'Amérique ne sera plus jamais la même. Ce pays, jusque-là convaincu de sa puissance et de sa supériorité morale, se découvre vulnérable, fragile, manipulable. L'image de la première puissance mondiale, incapable de protéger son propre président, s'effondre. Et plus que la douleur, c'est l'incompréhension qui s'installe. Très vite, l'opinion publique doute. D'après les sondages, plus de 60% des Américains, dès la fin des années 60, ne croient pas à la version officielle. Ce pourcentage dépassera même 80% dans les décennies suivantes. Car à mesure que les années passent, les faits s'accumulent, les incohérences s'ouvrent comme des plaies. Et avec elles, les théories du complot prolifèrent. La première cible, la CIA. L'agence de renseignement est en guerre froide totale avec Kennedy. Après la baie des cochons, après les déclarations hostiles, après les menaces de démantèlement, de nombreux agents l'avaient pris en grippe. Certains avaient même déclaré que Kennedy mettait en péril la sécurité du pays. Des notes internes montrent que la CIA surveillait Oswald bien avant l'attentat. Pourquoi n'a-t-elle rien fait pour l'arrêter? Pourquoi tant de documents concernant Oswald restent classifiés encore aujourd'hui? Deuxième piste, la mafia. Les frères Kennedy, en particulier Robert, avaient lancé une guerre frontale contre le crime organisé. Des dizaines de mafieux avaient été inculpés. Les grandes familles, Giancana, trafiquantes, Marcello, avaient toutes des raisons de vouloir la peau du président. Et surtout, ces mêmes familles avaient été sollicitées dans les années 50 par la CIA pour tenter de tuer Fidel Castro. Ces alliances clandestines, ces trahisons croisées rendent tout possible. D'autant plus que Jack Ruby, l'assassin d'Oswald, gravite autour de ces milieux. Troisième piste, les milieux militaro-industriels. Kennedy voulait désengager les États-Unis du Vietnam. Il l'avait annoncé en 1963. Il s'opposait à une guerre longue et coûteuse. Or, dès son assassinat, Lyndon B. Johnson change de cap. En quelques mois, l'engagement militaire s'amplifie et avec lui, les contrats d'armement, les budgets, les intérêts stratégiques. De nombreux analystes y voient un mobile. Quatrième possibilité, les exilés cubains, hostiles à Castro, formés par la CIA, déçus par Kennedy qu'ils accusent de les avoir trahis à la baie des cochons. Ils deviennent des suspects crédibles. Certains auraient côtoyé Oswald dans les semaines précédant l'attentat. Des liens sont évoqués, mais jamais explorés sérieusement. Enfin, certains avancent une conspiration interne à l'État mêlant FBI, CIA, police locale et hauts responsables politiques. Trop gros? Peut-être.
Mais l'histoire a montré que le pouvoir n'a pas de limite lorsqu'il est menacé. Le livre de François Dufour et Philippe Labro ne tranche pas. Il ne désigne pas un coupable. Il présente les faits, les zones d'ombre, les documents, les témoignages. Il n'est pas complotiste. Il est exigeant. Il appelle à la vérité, à la rigueur, à l'honnêteté. Et surtout, il montre que le doute est une forme de résistance. Et pendant ce temps, la figure de JFK se transforme. Il devient un mythe, un président assassiné à 46 ans, beau, jeune, brillant. Un discours en faveur de la paix, une aura intacte, comme une étoile filante disparue trop tôt. Hollywood s'en empare. Les documentaires, les films, les enquêtes foisonnent. Le nom de Kennedy n'est plus seulement un nom, c'est un symbole. Et pourtant, les conséquences sont bien réelles. Après sa mort, le Vietnam devient une guerre totale. Les inégalités explosent. Le cynisme s'installe. Le rêve des années 60 se brise. Robert Kennedy est tué à son tour. Martin Luther King aussi. L'Amérique entre dans une décennie noire. Et même aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'onde de choc n'est pas éteinte. Les documents classifiés restent verrouillés. Les témoins clés sont morts. Et les dernières enquêtes laissent planer des doutes, comme si la vérité tout simplement était trop dangereuse. Mais la question demeure. À qui profitait sa mort? Et pourquoi tant de silence autour de celui qui disait « Le mot « crise » en chinois s'écrit avec 2 caractères, l'un signifie danger, l'autre opportunité ». Kennedy avait compris que la paix était la seule voie durable, et il l'a payée. Ce résumé, comme le livre dont il s'inspire, l'assassinat de JFK de François Dufour et Philippe Labro, est un appel à ne pas oublier, à ne pas accepter les vérités officielles sans les interroger, à chercher, encore, toujours. Si toi aussi, tu veux que cette lumière continue de briller, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, commente, partage, discute. Car c'est en maintenant la mémoire vivante que l'on empêche les ténèbres de revenir. Si tu veux te procurer le livre, le lien est en description. Merci pour ton écoute. Merci pour ta conscience. Merci de faire partie de ceux qui refusent l'oubli.